Alors, maintenant on va parler de recherche. En fait, on en parlait déjà. Parce que tout ce qu'on a fait déjà, on pourrait élaborer un tas de questions de recherche. Et du coup, on va parler maintenant. Déjà, merci beaucoup, Nina. C'était super. Une belle musique. Donc, du coup, ce laboratoire REACH, après vous avoir présenté du coup le référentiel théorique sur lequel on se basait, on va vous présenter les deux projets dans lesquels Apsis Associés est engagé. Le premier projet, il s'appelle Repère. C'est un projet qui est porté complètement par la structure d'Apsis. Et le deuxième projet, qui s'appelle Apaise, lui, il est fait en partenariat du coup, avec une autre structure qui est la structure Créalide. Alors, le projet Repère, donc Repère, le R du coup de relation, le E de efficacité, efficience, le P du projet, project, Apsis, research. Donc les objectifs du coup sont d'une part de définir donc qu'est-ce qu'on appelle l'efficacité relationnelle. On va voir pourquoi est-ce que c'est un concept qui est intéressant, je vais le développer après. Et qu'est-ce qu'on met derrière justement cette efficacité relationnelle? Qu'est-ce qui fait qu'après une interaction, on a cette espèce de sensation, de sentiment, de sensation qui était qu'on a envie d'y revenir. C'est agréable. On a envie de continuer. Ou plutôt à l'inverse, qu'est-ce qui fait qu'après cette interaction-là, c'est pas une interaction qu'on a envie de reproduire, que du coup l'échange pour nous n'était pas constructif, dans lequel on ne s'est pas senti à l'aise. Parce qu'il y a des déterminants universaux qui font partie justement qui vont construire cette efficacité relationnelle. La deuxième chose, ça va être du coup le deuxième objectif pour ce projet, ça va être de construire un outil qui soit fidèle, stable et valide pour mesurer cette efficacité relationnelle-là sur les déterminants qu'on aura placés au premier plan. Le troisième objectif va être du coup d'étudier objectivement l'impact de cette efficacité relationnelle. Est-ce que ça a vraiment un impact sur la qualité de vie au travail, sur le quotidien? Et le dernier objectif va être justement de pouvoir proposer cet outil-là pour évaluer d'une part tout le panel des formations qu'il y a dans la formation professionnelle, professionnelle continue qui vise à améliorer l'efficacité relationnelle et aussi à pouvoir l'utiliser dans la prévention des risques psychosociaux. Donc, pour tout projet de recherche, avant de parler du projet, il faut déjà parler de son contexte. Le contexte de ce projet, Repère, il part d'un constat simple qui parle en fait des conséquences concrètes du mal-être au travail. Comment ça se traduit et on en est où par rapport à ça. En 2017, suite à un sondage qui a été commandé par le ministère des Solidarités et de la Santé, on a pu démontrer que 25% des arrêts de travail étaient dus au mal-être au travail, ce qui représente 45 milliards d'euros et 5% du budget total de la sécurité sociale. Dans ces 25%, 60% seraient dus à une surcharge de travail, 40% seraient dus à des pratiques managériales, et 40% seraient dus à un manque de reconnaissance, que ce soit de la part de l'entreprise, des collègues ou de ses supérieurs. En 2018, il y a une autre étude de l'Institut national de la recherche scientifique qui a été faite du coup sur ce mal-être au travail et qui a montré en fait un chiffre complètement démesuré par rapport au premier, qui est que 60% des arrêts de travail seraient dus effectivement au mal-être psychologique, mais également au stress qui est lié aux conditions de travail. Alors la qualité de vie au travail, effectivement c'est une préoccupation sociale et politique aujourd'hui, mais ça ne l'était pas forcément avant. Et d'où c'est venu? Donc déjà, la qualité de vie au travail, comment la définir? C'est la perception qu'on a de ses conditions de travail et la perception qu'on a de sa capacité à agir sur ces conditions de travail. D'où est-ce qu'elle est venue? À partir de quand on a commencé à s'y intéresser? Eh bien, c'est à partir de 2005 qu'il y a eu le premier rapport européen sur la QVT, qui a fait une étude sur 10 ans, et qui montre qu'il y a eu une dégradation très importante des conditions de travail, due à l'accélération des changements structurels, sociopolitiques et économiques, qui a engendré une augmentation exponentielle de la pression que les travailleurs peuvent ressentir dans leur milieu de travail. Suite à ça, en 2010, et notamment suite à tout le monde, parce que tout
tout le monde a entendu parler de cette vague de drame dans différentes entreprises françaises, notamment à France Télécom. Il y a eu le premier rapport national du mal-être au travail, qui fait état justement d'un mal-être qui est réellement alarmant, dû selon ce rapport à l'affaiblissement de deux facteurs protecteurs. Le premier étant la satisfaction et la reconnaissance qu'on peut retirer du travail, et le deuxième étant le fait de se sentir pleinement intégré et respecté dans son milieu de travail. Selon ce rapport, les pratiques managériales qui sont plutôt de tendance anglo-saxonne ont provoqué en fait une individualisation au travail, une concurrence entre les collègues et un affaiblissement de la solidarité et de la coopération. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'état alarmant, il est effectivement là. Il est dû d'une part effectivement à cette pression économique qui existe, ce contexte sociopolitique sur lequel bien sûr on peut agir, mais en tout cas pas forcément directement, mais qui est bien présent, et également à l'affaiblissement des facteurs protecteurs individuels qui pourraient nous permettre justement de nous adapter à cette pression-là. Suite à ça, on a toute la vague est apparue, les risques psychosociaux. Alors aujourd'hui on en parle beaucoup, mais c'est suite à justement ces deux rapports qu'ils ont commencé à émerger. Et les risques psychosociaux, selon le rapport de Golac et Baudier, en fait, ils seraient composés de 6 facteurs de risque. Le premier étant l'intensification du temps de travail. Le deuxième étant les exigences émotionnelles, c'est-à-dire de ne pas pouvoir montrer ses émotions dans son milieu de travail ou de devoir montrer des émotions contradictoires avec celles qu'on ressent. Le troisième étant le manque d'autonomie et plus particulièrement toutes les injonctions paradoxales où on est encouragé à prendre de l'autonomie, en même temps où on est sanctionné et pas reconnu dans ces prises d'autonomie qui se construisent du coup. Le quatrième étant la dégradation de l'interaction sociale, qui parle d'elle-même. Le cinquième point étant justement les conflits de valeurs, qu'on peut aussi appeler la dissonance cognitive. Et le sixième point, qui est l'insécurité dans son emploi, l'instabilité qu'il peut y avoir dans son emploi. Ce rapport, il montre un facteur important qui est présent dans tous ces facteurs de risque, qui est justement la dimension relationnelle, qui touche tous les facteurs, que ce soit de manière directe ou que ce soit de manière indirecte. Ce qu'on peut voir du coup avec ces multiples rapports sur cette qualité de vie au travail et sur les risques psychosociaux, c'est que la dimension relationnelle, elle apparaît justement comme un facteur protecteur pour pouvoir s'adapter à son milieu de travail aujourd'hui dans le contexte dans lequel on vit. Sauf que pour pouvoir répondre à ça, les premiers acteurs en fait qui ont commencé à émerger pour pouvoir justement pallier à cette augmentation du mal-être au travail et également pour pouvoir remplir les obligations légales qui a commencé à être posées par nos politiques d'être protégés dans son environnement de travail, ça a été la formation professionnelle continue, qui du coup sont devenus des acteurs majeurs dans la prévention des RPS et dans l'optimisation de la qualité de vie au travail, et dont les interventions étaient très ciblées, encore aujourd'hui très très ciblées, sur l'amélioration de son efficacité relationnelle. Le problème étant que si effectivement la dimension relationnelle elle est centrale dans la QVT, aujourd'hui il n'existe aucune définition qui soit précise, exhaustive et validée scientifiquement des dimensions auxquelles une efficacité relationnelle renvoie. Et cette absence de définition, elle est justement, en fait, qui est clairement identifiée, elle a encouragé et elle encourage encore le flou des interventions sur ce thème-là. Et la difficulté à pouvoir évaluer du coup l'efficacité des formations dans ce domaine-là. Les solutions qui ont été proposées dans ce projet de recherche sont celles-ci. La première, du coup, c'est justement pouvoir proposer une définition claire dans la littérature scientifique de ce que c'est une efficacité relationnelle perçue, parce que tout part bien sûr de la perception, et des facteurs qui vont nous permettre d'émerger dans l'interaction, notamment par des informations sensorielles et motrices, chose qui aujourd'hui n'est pas du tout prise en compte dans ce qu'on appelle l'efficacité relationnelle, enfin, en tout cas dans ce qui est communément appelé l'efficacité relationnelle. Le deuxième objectif, du coup, ça va être de pouvoir en construire un outil d'évaluation de cette perception de l'efficacité relationnelle, de manière du coup standardisée et de soumettre bien sûr à des publications scientifiques à chaque point.
afin d'une part de pouvoir mesurer son impact réel sur la QVT, ce qui aujourd'hui n'a pas pu être fait. N'a pas pu être fait, faute d'outils qui n'existent pas justement, et ainsi de pouvoir du coup également mesurer l'impact réel des formations sur ce thème-là, notamment parce qu'on a eu une réforme en juin 2017 sur la formation professionnelle continue qui demande et qui commence à exiger de la part des interventions dans ce domaine-là de pouvoir évaluer la pertinence de ces formations. Donc, pour pouvoir faire ce projet, c'est un projet qui a été demandé donc, au niveau de nos politiques sur 4 ans. Dans le premier axe, du coup, qui va être prévu sur 16 mois, va consister à faire une revue de littérature, une méta-analyse et une revue de littérature pour publier justement cette définition de l'efficacité relationnelle perçue. Le deuxième axe, lui, qui va durer 17 mois, ça va être justement la validation de l'échelle de l'ERP. Et le troisième axe va du coup être concentré par les solutions d'optimisation sur l'efficacité relationnelle perçue dans le monde du travail. C'est un projet qui va être fait grâce à l'équipe R&D d'Apsis, qui est composée de 4 personnes. La première étant Audrey, qui vous a gentiment et superbement accueilli tout à l'heure, qui est en thèse chiffre sur ce projet-là. Charlotte Comté, qui devait être là aujourd'hui, mais qui est malade depuis ce matin, à son grand regret et au nôtre aussi. Pascaline, du coup, que vous avez vu un petit peu. Et moi-même, du coup, pour pouvoir orchestrer tout ce projet pendant 4 ans. C'est un projet qui est possible parce qu'on a eu des soutiens financiers, il s'élève quand même à plusieurs centaines de milliers d'euros sur 4 ans. Le premier soutien financier qu'on a eu, c'est d'avoir pu faire, du coup, on a déposé une demande de rescrit au niveau de ce qu'on appelle du crédit impôt recherche. Et le dossier a été épluché et rigoureusement par le ministère de l'Enseignement supérieur. On a attendu longtemps avant d'avoir le retour. Et qui est revenu avec une très bonne nouvelle, c'est qu'il a été agréé pour le crédit d'impôt recherche, du coup sur les 4 années, pour pouvoir nous suivre. Le deuxième soutien financier qu'on a, c'est celui de la région Occitanie, notamment d'une part avec une première aide de la BPI France avec une AFI, et une deuxième aide du coup de ADOC, région Occitanie, pour un contrat innovation région. On remercie vivement les personnes qui sont là ce soir, qui nous soutiennent. Voilà, ça c'est nos partenaires. Oui. Et le soutien de la Banque Populaire, excusez-moi, je suis désolée, je suis sur ma zapette. Le soutien bien sûr de la Banque Populaire du Sud qui du coup nous fait effectivement un gros prêt pour pouvoir avancer les fonds parce que le crédit impôt recherche finance le projet mais il le finance toujours a posteriori, c'est-à-dire qu'on a toujours les fonds un an après qu'on ait commencé chaque année. Donc il faut trouver des solutions pour pouvoir commencer la recherche. Donc merci, bien sûr. Voilà, ça c'est nos partenaires dans le projet actuel, sachant que la liste n'est pas fermée et que du coup, que ce soit pour les protocoles de recherche ou que ce soit pour les discussions méthodologiques, que ce soit pour les soutiens financiers, la porte est ouverte et voilà, pour pouvoir toujours continuer à construire ce projet de recherche-là, le renforcer. Et on risque de faire appel à vous pour toutes les passations de protocole incessamment sous peu, mais ça sera normalement d'ici une petite année. Donc vous avez un an devant vous pour être tranquille. Voilà, merci beaucoup.